Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous recevrons Isabelle Coupeau qui est médium et nous parlerons de médiumnité bien entendu, mais de contact avec les disparus. À tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Isabelle Coupeau, bonjour, merci d'être avec nous. Bienvenue dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Merci Alain, je suis très contente de partager avec vous aujourd'hui notre sujet. Nous aussi. Alors vous êtes médium, vous communiquez avec les disparus, nous y reviendrons tout à l'heure. Quel a été votre parcours? Comment avez-vous découvert votre médiumnité? Alors ça a commencé assez tôt, déjà avant 5 ans avec une hypersensibilité. Je n'exprimais pas forcément mais je voyais beaucoup de choses et notamment le soir autour de mon lit. Et après, dès l'âge de 5 ans, ça a été quand même très clair. On a identifié que je voyais, je sentais des choses que les autres ne voyaient pas. Ce que ma famille a identifié et m'a expliqué assez rapidement. Et puis en grandissant, j'ai lu quelques ouvrages, j'ai étudié la psychologie pour comprendre un petit peu ce que je pouvais vivre comme phénomène. J'ai fait ensuite des formations en psycho et autres en médecine alternative pour comprendre un petit peu comment je pouvais utiliser cette hypersensibilité et ces facultés qui étaient un peu hors du commun, voilà. Alors quand vous étiez enfant, vous vous souvenez de ce que vous voyiez à l'époque autour de vous? Alors, je suis en train d'écrire justement mon premier ouvrage où je ne fais que des récits justement de ces expériences qui étaient un peu troublantes. Un jour, on est arrivé dans une maison, une nouvelle maison que l'on a habitée et je suis allée dans le garage et j'ai vu un pendu. Et après vérification et dialogue avec les propriétaires, on a appris que effectivement le frère de ce propriétaire s'était pendu dans ce garage. Et il y a eu plusieurs expériences comme ça qui ont été vérifiables derrière, parce que quand on est médium, ce qu'on voit, ce que l'on entend est vérifiable. Ce sont des faits et des événements précis qui sont vérifiables par le passé, ce qui s'est passé. Et ce sont parfois des éléments que l'on n'a pas ou que les gens avec lesquels on a en face de nous n'ont pas, mais qui vérifient que l'entité ou le défunt qui nous parle est bel et bien la personne avec laquelle on affirme discuter ou échanger. Donc c'était des disparus que vous voyez, ces visions, elles étaient aussi parfaites que quand on voit une personne physique? C'est comme du glaçon, en fait. J'explique souvent aux gens que c'est une vision parallèle à notre monde et c'est comme si un film passe en forme de glaçon et dans notre monde là et avec peut-être une image un petit peu plus vieille qui défile sous nos yeux et c'est à l'intérieur de nous. Alors c'est difficile d'expliquer aux gens, mais vous voyez quoi, des flashs, c'est à l'intérieur de nous. C'est très particulier comme phénomène, mais on est là et en même temps on est ailleurs et on vit un monde parallèle en ce monde physique. Alors j'ai beaucoup d'expériences de vécu depuis toute petite, mais c'est vrai que lorsque j'étais enfant, c'était très touchant, perturbant. J'ai reçu beaucoup d'amour des miens, de mes proches pour accepter, pour supporter ça, parce que au départ on pense qu'on est fou, schizophrène. J'ai quand même consulté parce que c'était quand même très perturbant de pas vivre des choses, disons, de mon âge, de mon époque, puisque lorsque j'étais jeune ou ado, j'étais confrontée à des situations émotionnelles ou des récits qui n'étaient pas de mon âge, et donc j'avais beaucoup de difficultés à accepter ça. Je me demandais surtout pourquoi moi et qu'est-ce que j'allais en faire, parce que j'étais une épicurienne déjà très tôt, j'aimais la vie, j'aimais les gens, la nature, j'avais une famille particulièrement cartésienne, donc je comprenais pas trop ce que je faisais avec tout ça. J'avais envie de ressembler aux miens, aux autres, et surtout pas de porter ça, donc ça n'a pas été simple. Il y a beaucoup de gens qui rêvent d'être médium, mais moi j'ai tout un travail pour accepter d'être dans cette hypersensibilité, c'était lourd pour moi. Et j'ai dû apprendre à accepter cette faculté, cette hypersensibilité,
À partir du moment où j'ai compris ce que je pouvais en faire et que j'ai accepté, ça a été beaucoup plus facile. J'ai été énormément aidée par mes proches, ma famille, frères et sœurs, et l'entourage, et puis forcément des gens, des médiums qui m'ont encouragée à le faire. Finalement, qu'est-ce qui est le plus perturbant? C'est le fait de voir justement des disparus, voir des choses qu'on n'a pas l'habitude, finalement, qu'on n'a pas l'habitude de voir, ou alors c'est le regard de la société, les gens qui vont vous dire mais tu racontes des histoires, c'est pas possible, parce que c'est naturel finalement. Alain. Les deux, Alain, parce que en fait, la première chose, c'est qu'on est confronté à des situations, souvent quand on commence à voir et qu'on est médium, à travers notre propre niveau de conscience et émotionnel. Donc quand on est petit, l'émotionnel est fragile, parfois bas selon le parcours qu'on a eu. Le parcours que j'ai eu était assez dur personnellement. Donc forcément, j'avais des fréquences assez basses. Donc je captais des entités ou des événements lourds comme des suicides, des choses pas très agréables. Et j'ai compris parce qu'après j'ai eu un guide spirituel qui est venu me parler, qui m'a dit au plus tu vas travailler sur toi, déposer tes mémoires émotionnelles et tu vas travailler sur ton cheminement spirituel et te rallier à ta lumière, au plus tu seras en contact avec des énergies qui seront élevées en conscience. Ça j'ai eu ce message. J'avais à peu près 13-14 ans. Donc j'ai compris et j'ai commencé un cheminement avec les anges, avec les guides spirituels. Ils sont venus me chercher, ils sont venus m'enseigner. Et souvent je disais à mon père, à ma famille, le conte m'a dit, c'était un défunt, que je croyais un défunt, me parlait, me racontait des choses qui m'aidaient à sortir des situations, à comprendre, à pardonner, parce que j'étais une enfant très colérique, parfois même méchante, et il m'a beaucoup aidé à sortir de ces émotions-là. Et au plus je suis sortie de ces émotions, au plus je suis allée vers des messages et des guides qui étaient beaucoup plus doux et beaucoup plus beaux en lumière. Et après, ce qui a été difficile, par exemple, un jour j'étais à l'école en pleine dictée et je le raconte souvent en conférence celle-ci parce qu'elle est vraiment touchante. Et j'ai senti l'odeur du pot-au-feu. C'était un vendredi à l'école, on mangeait du poisson. Et là, c'était tellement frappant et bouleversant à l'intérieur de moi que j'ai crié, ça sent le pot-au-feu. Et mon institutrice s'est levée, elle m'a demandé de venir au tableau et elle a donné un exercice de conjugaison du temps qu'elle revienne. Et elle est revenue, elle m'a serré fort dans les bras, elle m'a dit j'avais laissé le feu sous la cocotte minute et dans la cocotte minute, il y avait un pot-au-feu. Donc, au-delà des visions, là, j'ai eu un ressenti, une claire olfaction qui a été très puissante, qui m'a traversée et qui m'a permis d'échapper à un danger, qui a permis en tout cas à quelqu'un d'échapper à un danger. Donc voilà, prémonition, pourquoi, en tout cas ça s'est fait comme ça ce jour-là. Et les autres ne m'ont plus trop regardé de la même manière à partir de cet âge-là, j'avais 9-10 ans. Là j'ai été mal à l'aise avec le don parce que les autres comprenaient pas comment j'avais fait ça. C'était indélicat, ça a été vraiment indélicat. Et puis ça a poursuivi. Voilà. Après mon père me disait souvent ce que tu vois, que les autres ne voient pas, ou que tu te rends compte que ça peut être indélicat, ou dis-le-moi plutôt que de le déposer, de le dire directement. Ça peut être inconfortable pour les autres. Voilà. Alors à partir de quand vous avez décidé de communiquer vraiment avec les disparus? Alors, je l'ai fait tout le temps, quasiment, après, de manière au service des guides et des défunts. Il y a à peu près une dizaine d'années, j'étais d'abord dans les médias, je travaillais en tant que responsable d'antenne, je formais les animateurs, les équipes commerciales pour le groupe Persan, et j'ai décidé d'arrêter parce que j'avais, lors de mon expérience journalistique, rencontré des chefs amérindiens en Guyane qui m'ont conseillé en tout cas de le faire. Je suis tombée malade et ça ils me l'avaient prédit. Ils m'ont dit ton corps tombera malade parce que ton âme veut trouver le chemin de la spiritualité et accompagner les autres à travers la spiritualité. Et donc ça s'est passé, ils me l'avaient annoncé. Donc j'ai décidé, donc j'ai refait des formations en médecine alternative, en psychogénéalogie pour accompagner les gens dans le deuil et les aider à développer ces capacités extrasensorielles, puisque pour moi, c'est l'âme qui est porteuse de cette essence, cette capacité de communiquer avec l'esprit et d'aller dans ces mondes parallèles et d'accompagner les défunts si nécessaire, puisque chaque âme peut faire un travail avec le spirituel, mais de manière différente. Moi, mon âme a décidé de le faire pour être une passeuse et passer des messages, accompagner, mais d'autres guérissent, d'autres créent sur un plan artistique et donnent des visions à travers la musique, l'art, d'autres créent des maisons, plein de choses qui peuvent aider l'humanité en tout cas à être positive et dans l'amour.
Alors, quels sont les messages que vous recevez justement de ces disparus? Souvent, ce sont des messages bien sûr d'amour parce qu'ils n'ont pas eu le temps de dire parfois l'essentiel. Surtout quand ce sont des morts rapides, brutales, parfois même violentes, d'accidents, etc. Il y a des secrets de famille, des gens qui sont partis en ne nommant pas certaines vérités, donc ça les bloque, ça les empêche d'évoluer, ils ont besoin de le dire. Et ce qui est rigolo, c'est que souvent quand les gens arrivent vers moi, ils me disent « mais je ne sais pas pourquoi je suis venue vous voir, on m'a parlé de vous, je ne crois pas en ça, mais je suis venue ». Et je leur dis, mais c'est pas vous qui êtes venu, c'est un tel de l'autre côté qui a préparé ce rendez-vous parce qu'il a ça à vous dire. Et là, c'est très troublant parce que des gens changent de visage et me disent, oui, effectivement, j'avais bien un père ou un oncle ou une mère qui se nommait comme cela. Et j'explique ce que le défunt me décrit de l'autre côté, principalement des messages d'amour, de réparation, sur ce qu'on n'a pas ou ce qu'ils n'ont pas pu faire ou dire. Avant de partir, puisque ce que je crois, d'après les messages que je reçois, c'est que notre évolution dépend de tout l'amour qu'on a porté à l'humanité, à nos dons, à la vie, et que tout l'amour et l'investissement qu'on peut avoir pour notre propre vie et les autres peut nous aider à cheminer spirituellement de l'autre côté. Alors, forcément, les gens qui commettent des impairs, des crimes, des choses difficiles, prennent plus de temps parce qu'ils n'ont pas payé souvent leur crime sur Terre, donc c'est un peu plus compliqué pour eux, et là ils vont dans ce qu'on appelle les limbes. Mais pour des âmes bienfaisantes, les gens qui ont déjà une conscience, qui font les choses consciemment, qui respectent les autres, même s'ils n'ont pas été tant dans le spirituel que ça, tant qu'ils ont été bons avec eux-mêmes et les autres, c'est déjà moins dramatique. Isabelle Coupeau, on marque une pause, on revient dans quelques instants, à tout de suite. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie d'Isabelle Coupeau, médium. Nous parlons de médiumnité, de contact avec les disparus, de la vie dans l'au-delà. Alors, est-ce qu'ils vous parlent de leur vie dans l'au-delà? Oui, bien sûr. Comment vivent-ils? Alors, il y a différentes cités, il y a différents plans. Il y a 7 plans d'étapes d'évolution dans l'au-delà, différentes en fait, selon ce que l'on a fait émotionnellement, psychologiquement, spirituellement, selon le service de l'âme. Et de l'autre côté, il y a après des cités, ce qu'on appelle des cités cristallines. On va se réparer ou apprendre dans différents niveaux de conscience et différentes cités. Donc ils décrivent, alors les noms peuvent être différents selon le discours du défunt. Voilà. Il y a des préparateurs d'âme, il y a les soignants, il y a ceux qui apprennent la prière, la spiritualité, il y a ceux qui... il y a tout plan de conscience différent où ils apprennent des choses différentes selon leur cheminement de réparation. Ça, pour moi, ce sont avec les anges Aralim que l'on voit ça quand on remonte, en fait. Puisque certains, dans la religion, on appelle Saint-Pierre. La porte de Saint-Pierre, ce sont les anges Aralim. Là, on voit ce que l'âme a cheminé ou non, et on décide. Voilà. On décide avec eux. On a toujours le libre arbitre, ça j'y crois beaucoup, moi, le libre arbitre, que ce soit sur Terre ou de l'autre côté, d'évoluer pour l'âme, en fait. Voilà. Alors, la plupart des intervenants qui sont venus à ce micro et qui ont vécu une NDE nous disaient que quand ils étaient de l'autre côté, ils ne voulaient plus revenir, et que la vie était beaucoup plus légère, beaucoup plus douce, beaucoup plus... je sais qu'ils nous ont dit que c'était 1000 fois plus puissant, mais enfin, c'est une image, mais enfin, en tout cas, ils ne voulaient plus revenir ici. Hein. Est-ce que les messages que vous recevez, justement, de la part de ces disparus, vont dans ce sens? Certains, oui, parce que c'était très dur sur Terre. On va donner l'exemple surtout des femmes qui ont œuvré pendant la Seconde Guerre mondiale, ou des hommes qui ont vécu des moments atroces de l'humanité. Oui. D'autres, non. D'autres disent qu'ils veulent revenir, justement. Après, je reçois tellement d'encouragement, de vie pour continuer.
et expérimenter l'amour parce que c'est un plan de conscience, la Terre, où on peut expérimenter l'amour. Il y a d'autres espaces où on peut expérimenter l'amour sur le plan physique, émotionnel, mental, psychique et spirituel, ce qui est énorme. Parce que cet état d'amour peut être conscientisé et vécu sur ces plans-là, ce qui est quand même rare. Donc la Terre est très demandée par les âmes. Après, c'est très rigolo parce que très jeune, j'ai vu une astrologue et la première chose qu'elle m'a dit, alors vous, c'est très rigolo, c'est très rare que je vois ça parce que si on avait bien une qui avait envie de naître et d'être sur Terre pour vrai, c'est bien vous. Et c'est vrai que depuis toute petite, j'ai cette foi inébranlable de vie et d'expérience et je me sens tellement nourrie par eux. Alors quand les gens me disent « Oh là là, moi j'ai eu des visions, c'est tellement plus beau là-haut », moi je trouve que c'est tellement riche de pouvoir se relier, de les sentir et de les vivre entre nous et de pouvoir partager cet état de conscience que j'ai pas spécialement moi envie de partir, même quand j'ai des épreuves, des moments très difficiles de solitude dans ma vie, je n'ai jamais eu ça parce qu'ils descendent d'un coup, il y a comme ce que j'appelle des bisibidis avec plein d'effervescence en moi et une effervescence de vie et d'amour qui revient et donc j'ai pas ça, je suis pas reliée à ça, je suis pas connectée à ça. Donc je cherche en tout cas à retransmettre ça très fortement aux gens parce que je sais combien c'est difficile quand l'âme est défragmentée suite aux épreuves, quand on a perdu quelqu'un qu'on aimait, parfois même un enfant, quand il y a des accidents, la maladie, des trahisons, c'est très dur humainement pour se dire mais qu'est-ce que je fais sur Terre pour vivre cet état de non-amour, de rejet, d'humiliation. Mais je pense qu'il faut vraiment apprendre à se relier spirituellement pour se déconnecter de ce fonctionnement-là et comprendre comment on peut les entendre et les sentir à l'intérieur de nous pour vivre autrement la vie que dans la dualité. Pour moi, c'est ce que les initiés sont venus nous enseigner, Bouddha, Jésus, etc. Alors d'un autre côté, les personnes qui sont allées de l'autre côté, dans l'autre dimension, nous disent que c'était une vie vraiment légère, une vie agréable, la liberté absolue, c'est leur mot, mais ils ont conscience aussi que quand ils viennent sur Terre, ils comparent la Terre à une école de formation très difficile. Voilà, ils ont aussi conscience qu'il ne faut pas non plus se suicider, c'est une erreur. Si on vient ici, c'est pour faire quelque chose. Donc, ça sert à rien de se suicider. C'est très, très difficile. J'ai reçu très récemment une maman qui a perdu son fils de manière tragique, qui a été tué. Et donc, cette maman, n'a plus le courage. C'est son fils unique. Elle n'a plus du tout le courage. Et j'ai vraiment pris le temps de parler avec elle, de discuter, parce que là, on sent vraiment que il n'y a plus d'espoir du tout, de goût de vie, elle vit de l'injustice, elle est seule, parce que forcément quand vous vivez un drame comme ça fait peur, donc les gens s'éloignent de vous. Et là, on est vraiment dans un cas de figure de besoin, d'amour, d'urgence. Et on peut comprendre, en tant que thérapeute, médium, accompagnant à la guérison, que cette personne soit en détresse, que cette âme soit en détresse. Donc là, c'est vraiment pour moi les moments de vie où il faut vraiment être présent et entendre la détresse de l'autre et l'accompagner, parce que c'est vraiment douloureux. Il faut puiser à l'intérieur de soi pour trouver des raisons de vivre importantes pour poursuivre sur le chemin. Alors, c'est vrai que le suicide emmène les âmes dans les limbes et c'est comme s'il faut recommencer complètement à zéro, et d'autant plus que si on se suicide parce que on vient de perdre quelqu'un qu'on aime, on ne va pas rencontrer l'âme que l'on souhaite retrouver. C'est là le piège. Lorsque j'étais jeune, j'ai perdu mon père très jeune, à 22 ans, et j'ai eu ce sentiment de mort où je me disais mais qu'est-ce que je vais faire, je souffre tellement, est-ce que je ferais pas mieux d'être morte, est-ce que je me suis posé moi-même la question, mais ça a duré très 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 peu de temps parce que j'étais reliée, ils m'ont accompagnée, j'ai senti la présence de mon père qui m'a aidée et c'est passé très vite. Moi j'avais la chance parce que j'étais connectée et reliée à eux. D'autres ne l'ont pas si facilement cette chance, mais elle se développe. On faut arriver à trouver la force de vie, la réparation pour sortir de ce système de suicide. Parce que les âmes suicidaires qui le sont dans cette vie-là, ce sont des âmes qui ont commis ça déjà dans des vies antérieures et qui reviennent avec le choix ou non de l'expérience. Tout à fait, oui. Est-ce que vous avez des projets?
Ah oui, j'en ai plein. De quel type? Je sais pas, d'écriture, par exemple, d'écriture. Ah oui, tout à fait. Je suis en train donc d'écrire un livre qui s'appelle une fenêtre ouverte sur l'au-delà, avec les récits des différentes expériences et l'évolution des récits dans l'expérience, en commençant par effectivement les défunts, puis après les anges, les guides spirituels, les maîtres ascensionnés, et j'explique à travers ces récits comment j'ai un petit peu avancé dans ce parcours de médium, et comment moi ça m'a aidé aussi à m'équilibrer dans ma vie et à poursuivre mon chemin de femme. J'écris aussi sur la médiumnité, le channeling, pour donner des outils aux gens, puisque j'enseigne maintenant depuis une dizaine d'années, et les gens ont surtout besoin d'outils, donc je vais le faire à ma manière. Et bien sûr un jeu de cartes, puisque j'adore jouer, j'ai un esprit assez jeune et pudique, et j'aime partager. Et comme les gens aiment développer ces qualités-là, je crée un jeu de cartes. Voilà, et tout ça est en cours. Alors je prends beaucoup de temps pour le faire parce que servir quelque part, être une ouvrière de lumière, aider les gens au quotidien, puis sa vie personnelle, puis écrire ça pendant beaucoup de temps. Voilà, il faut du temps. Bah, vous viendrez nous en parler. Avec plaisir, oui, c'est vraiment avec plaisir. Merci d'être passé au micro de Fréquence Évasion. On se dit à bientôt alors. Merci, à tout bientôt alors. Fréquence Évasion.